Mes chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, enfin bienvenue. Alors, je viens de me faire menacer d'être abandonné par ces dames un jour en pleine émission. Parce qu'en parlant de féminité ou comment on a traité le sujet la dernière fois, c'est ça? Elles sont excessivement, elles ont l'épiderme particulièrement sensible. Bonjour Daniel, ça va bien? Bonjour Gérard, oui, comme je dis la dernière fois, le combat continue. Oui, mais il ne peut pas continuer sur tous les fronts, même sur le front de Tout, l'humour. tout. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Cette semaine s'est bien passée? Ah ben écoute, il y a deux choses. Une chose, c'était le stress de la situation quand même de la Martinique, hein. Et puis quand même du baume avec l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Ah, ça, j'avoue que c'est une bonne chose. On va traiter ça. Et je vais parler ensuite à Madame Nadia Selkal dans l'ordre des choses féminines. Alors, je vais parler à l'aînée, maintenant la cadette. Bonjour Gérard, bonjour Daniel, bonjour Christian. Bonjour. Comment s'est passée cette semaine? Une semaine stressante, objectivement. Une semaine stressante en regardant les infos. C'était que de l'anxiogène sur les réseaux. Il n'y avait que des choses vraiment terribles. Et puis, paradoxalement, l'arrivée qui a continué, l'arrivée de la Jacques Vabre, où, pour le coup, j'ai noté que la Martinique était juste magnifique. Tu sais, ils avaient... par rapport à leur trajet, ils avaient une régate, on va dire, où ils devaient pointer au rocher du Diamant. Et c'était juste magnifique. C'est splendide. Je vous tends une semaine magnifique. Bonjour Gérard, bonjour Daniel, bonjour Nadia. Semaine magnifique. Non, comme tout le monde, je suis forcément préoccupé. Alors j'ai identifié 3 éléments. Déjà, la catastrophe de la Transat, puisque en réalité, il y a beaucoup d'argent qui a été perdu. Il y a, il y a beaucoup de manques, si je puis dire. Je note quand même une progression du dialogue entre l'intersyndicale, la collectivité et le préfet. Il y a une petite progression. On va traiter. Et puis, pour quelque chose de national, disons les élections au niveau pas du européen, comment ça s'appelle, des républicains. Et la victoire apparente de Ciotti et de Pécresse. Voilà. Oui, grand événement. Qu'est-ce que vous allez dire? Une petite citation, en vivre, ce n'est pas seulement, je vous donne ma part, vivre, ce n'est pas seulement changer, c'est continuer. Pouf. Alors ça, c'est M. Pierre Leroux qui a écrit ça en 1840. C'est vieux, hein, c'est une vieille histoire. Quoi. Ouais, et ça alors, dure. Mon fait marquant, moi, c'est la transmission de l'Omicron, quoi, où certains pays commencent à paniquer à l'approche de Noël, et c'est à un stade où ces pays envisagent d'élargir la vaccination et la rendre obligatoire. Tant et si bien que même au niveau de l'Europe, la présidente à l'échelon de l'Union européenne, la présidente de la Commission, Madame Ursula von der Leyen, envisage de mettre ça en discussion, c'est-à-dire rendre pour l'Europe, autoriser ou permettre, ça on verra, à ce moment-là on va vous expliquer si c'est une directive, si c'est une recommandation, si c'est... On va encore faire un peu de pédagogie, de rendre la vaccination obligatoire. Voilà. Alors on va passer, si vous voulez bien, à l'actualité. Le premier sujet qui a évolué d'heure en heure dans mon esprit et puis dans les faits de la réalité, c'est ce que j'avais appelé initialement, à propos du voyage du ministre de l'Outre-mer, j'avais appelé ça l'échec de Lecornu en Guadeloupe. Vous savez qu'avant même d'avoir commencé ces négociations en Guadeloupe, elles avaient raté puisque Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a refusé de rencontrer une trentaine d'entités, c'est pas une trentaine de personnes, c'est une trentaine de groupes qui s'estimaient égaux dans la menée du combat. Partis politiques, groupements, groupes de pression, syndicales. Et ils avaient posé comme seule condition à aller voir le préfet leur participation à tous. Monsieur Lecornu s'est crispé et finalement la délégation a décidé d'aller le voir, de lui remettre une liste de doléances et puis de s'en aller. Bon, tout ça avec beaucoup de théâtralité, beaucoup de tambours, beaucoup de cris, de fureur, de hurlements, mais ce n'est pas cet aspect que nous retient, parce que les choses ont, en tous les cas, pour nous changer. En tout cas, il faudrait quand même que je parle de leurs revendications, parce qu'il y a eu une stratégie du ministre qui a été très fine, et c'est sur ça qu'on va débattre plus tard. Alors, les syndicalistes, enfin le groupe, les entités contestatrices, ont demandé l'annulation de l'obligation vaccinale, la suspension, l'annulation de la suspension des soignants, parce qu'on a suspendu un certain nombre. Et puis, même simultanément, ils ont élargi le débat, création d'emplois pour les jeunes, arrêt de poursuites contre les manifestants arrêtés, et puis ils demandaient l'amélioration de la qualité de la vie, disant, comme demandait ça un ministre, dans le cadre des doléances. C'est sûr que
On a vu monsieur, je dis leur nom pour qu'on s'y habitue, de Mota, on sait, mais également Maïté Hubert Ntoumo, qui est secrétaire général de l'UGTG, et puis Jean-Marie Nomertin, qui lui est secrétaire de la CGTG. CGT, Oui, CGT. Syndicat connaît. Et le ministre actuellement a campé sur ses positions, il avait décidé ça, et c'était pas un mouvement d'humeur. Vous verrez après que c'était une stratégie. Il a mis comme préalable, il fallait que tout le monde condamne, qu'eux-mêmes ils condamnent sans ambiguïté les violences commises. Il leur a demandé de faire ça pour qu'ils les reçoivent. C'est-à-dire qu'il avait décidé, en quelque part, il avait des instructions très précises, de ne pas céder à ce groupe informel de contestataires. Et également de dénoncer les tentatives de meurtre à l'égard des policiers. Et puis il a réitéré sa volonté de rendre obligatoire l'obligation vaccinale. Et puis il a dit pour le reste, et puis allez voir les collectivités. Je ne suis pas venu ici m'occuper de tout ce qui concerne vos revendications qui ressortent souvent de l'entité, de la collectivité locale, le territoire. Eux, ils ont encore le conseil général, ils ont également le conseil départemental. Alors, ce que les ministres, c'était ma position initiale, je dois l'avouer, ce que les contestataires, les élus ont reproché au ministre, et on en a discuté à la dernière émission, qui a été mise tardivement à l'antenne, mais ce n'est pas grave, ça c'est secondaire. Un certain nombre d'attitudes de Sébastien, un manque de respect, de considération vis-à-vis de la Guadeloupe, de leurs fonctions, de sa façon de faire, en disant il ignore totalement la culture. Alors avant, nous aimions que les gens qui viennent de l'Hexagone régler nos problèmes pour nous, à notre lieu et place, donc j'anticipe déjà sur le débat. Avant, nous estimions qu'il fallait qu'ils nous aiment. Maintenant, on leur reproche le manque de culture. Mais il y a une évolution. Puis à un moment, ce sont des partenaires égaux. On va discuter du bout de ceci avec eux de façon adulte et majeure. Alors, c'est sûr que les élus ont malgré tout reconnu du bout des lèvres qu'il y a des éléments de la contestation, de leur liste de doléances, des éléments qui concernent l'État, qui les concernent, à condition que l'État y participe. Voilà. Ça nous concerne, mais si l'État y participe. Donc ils ont fait une concession à la logique et au bon sens. Et puis ils ont cité logement, accompagnement des jeunes, etc. Enfin, des choses qui relèvent à l'évidence d'une stratégie locale. Alors, pour le Cornu, tout ce qui s'est passé, en fait, c'était une stratégie préméditée. Il a appelé ça un chemin de méthode particulier, un moment de vérité. Il a des formules assez intéressantes. Je ne pense pas qu'il soit énarque. Je crois qu'il est master au Panthéon de droit public, mais je ne sais pas s'il a fait l'énarque. Mais il a des formules très énarquiennes. Un moment de vérité qui crée forcément des tensions, c'est tout. Et en quelque part, je pense qu'il a un petit peu raison, mais je vais trop vite. En conclusion, il était venu pour apaiser les tensions, et puis ça s'est résumé en une visite aux forces de l'ordre, et puis un billet très cher, oui. Un billet très cher payé, quoi. Ouais. En tous les cas, ce qu'il y a d'intéressant que je retiens, c'est que Harry Chalus et Victorien Lurel, qui sont des ennemis jurés, ont fait partie de la bronca des élus qui se sont opposés et qui ont refusé de participer à la réunion. Parce qu'il y en a quand même une quinzaine qui y sont allés. Ils ne sont pas allés. Ils ont participé par visioconférence. Parce que ni Chalus, ni Victorien Lurel, ni Olivier Servat, député alors, a précisé que Olivier Servat, qui est député sous l'étiquette La République En Marche, Chalus, qui est membre du comité directeur de La République En Marche, se sont mis dans l'opposition momentanée. Bon, peu importe. Arrivé en Martinique, les choses ont été beaucoup plus positives et intéressantes, puisque M. Lecornu a estimé que ici, c'était différent. On n'a pas demandé l'abrogation de la loi. On n'a pas demandé une aberration. C'est une aberration. Si vous n'avez pas été mon cher Christian, si vous n'avez pas été bloqué par les ronds-points, notre éminente juriste a bien expliqué que c'est une aberration, que vous n'avez pas demandé l'abrogation d'une loi qui a été votée, etc. Bon. Et des responsables l'ont simplement dit ici qu'il était dans l'incapacité d'appliquer la loi et que lui, plein de bon sens et d'aménité et de compréhension de la situation, qu'il a demandé au cadre, dans le cadre des ateliers de santé, qu'il soit discuté des obstacles, des difficultés pour appliquer cette loi, cette obligation vaccinale. Et de dire en quoi c'est plus difficile à mettre en œuvre ici qu'en général. Avec quand même le bottom line, avec quand même le bout du couloir, limite, qui est le 31 décembre, oui. Toujours. Alors, on ne parlait toujours, c'est sûr. Il a quand même évoqué ici, simplement du bout des lèvres, la question de l'avenir de notre jeunesse, qu'il a qualifiée de absolument centrale.
en disant que l'État va accompagner les projets territoriaux. Autrement dit, il n'est pas rentré dans ce qui ne concerne pas sa compétence. Il a noté un engagement de Serge Letchimy, qui a aussi à ce moment-là des bons points, de sa volonté d'aider les emplois aidés. C'est les PEC et tout ça, ça a des acronymes assez bizarres. Et puis là, comme ça, rapidement évoqué la concurrence aux Antilles, mais sans rien promettre. On va recommencer à étudier, à analyser la question de la cherté de la vie, des prix, mais il n'a pas de... Et puis il a admis, il a fait une concession qu'il puisse y avoir des réticences en ce qui concerne l'obligation vaccinale, en répétant encore une fois, à l'occasion de ces conférences de presse et communiqués, que c'est seule l'application de la loi qui posait problème. Et puis, en quelque part, il a donné sa tutelle de loi constitutionnelle, comme notre éminente collaboratrice, en expliquant que c'est une loi, qu'elle s'oppose à toutes les parties. Et je le reconnais, c'est sûr, mais enfin, c'est vrai. Il faut qu'on fasse preuve ici de bon sens et de raison. Alors, il a naturellement donné une petite leçon en expliquant qu'il faut la sécurité, il faut la liberté, il faut une réponse pénale, il faut arrêter les raquettes sexuelles et financières. J'ai même aimé l'expression raquettes sexuelles et financières que l'un des journalistes a écrit raquette R-A-Q-U-E-D-T-E. C'est marrant, il a écrit raquettes. Bon, ça c'était pour plaisanter. Et puis, ce qui s'est passé depuis, il a annoncé la libération des axes, et il a réitéré la présence de l'État. Et puis, ce qu'il a surtout dit, c'est qu'il faut laisser sa chance, je pense à Formule 1, ce qu'il faut retenir avant tout, a-t-il dit, c'est qu'il faut laisser sa chance à la méthode locale. Le mercredi, à son arrivée, j'essaie d'aller un petit peu vite, parce que je suis en train d'accaparer l'antenne, mais je parlerai peu après, rassurez-vous. Au Conseil des ministres, le président de la République a félicité Macron. Je dis quand même, mais de façon enthousiaste. Macron a félicité le Cornu. Merci. Je pense déjà à ce que je vais dire après. A félicité. Je me dis pourquoi à ce point. Mais en réalité, si c'était ce que le Cornu a fait en Guadeloupe et ce qu'il a ensuite fait ici, c'était sa feuille de route. Bien sûr. La Guadeloupe, avec ces gens qui se réunissent, avec ces syndicats qui ne sont pas été élus. C'est d'ailleurs le député, le sénateur maintenant, Lurel, qui dit ça dans une interview à Canal 10. Il dit, mais ces gens-là sont depuis 15 ans, ils me jugent, ils me pourfendent, mais ils sont quoi? Ils sont désignés par 200 personnes de une salle, une assemblée générale. Moi, j'affronte Chalut et moi-même, nous sommes élus, nous sommes désignés par plus de 80 000 personnes. Donc, c'est nous qui sommes l'expression du peuple. Bref, après cette parenthèse, je reviens à ce que Macron a pu dire. C'est qu'il nous reste 6 minutes. Il a félicité l'action comme je vous le disais, de Sébastien Lecornu, en expliquant que c'est une stratégie politique, je cite, qui a dérouté celles et ceux qui avaient un agenda plus cynique. Sur place ici, ça c'est une façon de voir les choses. Il a loué une rupture avec le passé, ce qui est vrai. Vous souvenez-vous, pour reprendre l'expression de Lecornu lui-même, où des hommes politiques venus de l'Hexagone, dès le tarmac, annonçaient les cadeaux, annonçaient la pochette surprise qu'il avait apportée, signaient des chèques qui n'étaient pas honorés, faisaient des promesses qui n'étaient jamais tenues. Mais là, mon dernière intervention, c'est que sur Europe 1, M. Lecornu a expliqué qu'il avait donné mandat. Alors là, il faut que je lise parce que j'avais donné mandat au préfet dans les 2 territoires de nouer un dialogue local. En Martinique, cela a fonctionné puisqu'un accord de méthode a été signé avec l'intersyndicale, les élus et l'État. Enfin, à ma connaissance, c'est une initiative qui venait de M. Letchimy. De là à dire que le préfet a appelé M. Letchimy, il a dit lancez ça, vous allez avoir les lauriers, mais nous allons y participer. Sauf que là, il a été en quelque part trahi, M. Lecornu a trahi M. Letchimy. Aux conclusions, je retiens que ces hommes politiques, le président de la République et tout, nous disent bien débrouillez-vous, tout seul et entre vous. C'est fini maintenant, c'est d'aller-retour spectacle, pour reprendre une expression d'eux. En conclusion de la conclusion, la seule chose promise est d'étudier l'accompagnement de l'État pour des actions locales et les questions de prix. Pour le reste, réglez vos problèmes, ce qui relève de votre compétence, réglez la paix sociale, entendez-vous entre vous, et puis sur l'autonomie, il faut aller jusqu'au bout de vous-même, si vous voulez avoir plus de pouvoir. Vous qui, dans l'Hexagone, parlez toujours de décentralisation accentuée pour
aux collègues de l'Hexagone, ici, optez pour l'autonomie, vous n'êtes quand même pas incapable de gérer vos propres affaires vous-même. Je vous laisse la parole pour un court débat, malheureusement. J'ai été long dans ma synthèse, I'm sorry. Allez-y. Daniel. Écoute, simplement, la dernière fois, j'ai quand même donné mon opinion. Christian n'était pas là, donc mais moi, je pense... Quand même. Oui, non, mais je vais laisser mon temps de parole à Christian. Simplement, j'aimerais quand même, c'est ma seule parole, j'aimerais que ici, enfin, les hommes responsables de ce pays soient un peu plus droits dans leurs bottes, c'est-à-dire que quand ils parlent, ils ont un langage de responsabilité et qu'il faille finir avec une espèce de petit jeu. Et donc, moi, j'aimerais que notre pays ait une autre stature. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Non, je laisse tout le temps à Christian. Vous me laissez tout. Ouais. Non, il y a beaucoup de réflexions sur cela. En réalité, nous sommes confrontés à notre propre réalité. C'est comme un jeune qui grandit, il faut prendre ses responsabilités. Nous avons pendant très longtemps parlé de décentralisation, d'autonomie, d'indépendance. Aujourd'hui, il faut nous debout devant, si on peut dire ça. Vous voyez, on a tous le sentiment que les problèmes ne peuvent pas être réglés tout le temps de Paris, ça c'est clair. On a tous le sentiment que les choses ne peuvent pas être appliquées de manière similaire. Donc, il nous faut, à mon avis, faire preuve de maturité. Et c'est ça l'enseignement, pour qu'on ne soit plus dans des situations. Parce que la catastrophe économique qu'il y a dans le prolongement, elle est bien réelle. On a une petite vidéo un peu taquine qu'on pourrait passer dans la relation. C'est entre une caucasienne et monsieur, comme ça on peut dire que c'est des provocations d'ici, des gens ici excités, et monsieur Lecornu, Sébastien Lecornu. Il y a des citoyens qui réfléchissent. Hein. Ah mais non, je crois que vous ne savez pas trop. Par contre, moi je sais reconnaître quelqu'un qui a fait les grandes écoles et qui n'a jamais été sur le terrain. Mais j'en sais rien, mais certainement. En tout cas, celle de la communication. Mais je ne suis pas une pauvre dame, je suis une citoyenne. C'est l'inverse. Et comme vous êtes méprisant, vis-à-vis de la population, moi je vous dis, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Et bien, ça m'étonnerait. Alors, président du département de l'Eure, Sébastien Lecornu a siégé au conseil d'administration de la société d'autoroute Paris-Normandie et il touchait des jetons de présence, soit 7 884 €. C'est pas un pile d'argent. Mais n'empêche que président de l'Eure, Quand même. 7 000 €. Il aurait, non, mais ça ne joue pas, ça fait un pile, mais non, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Oui, il aurait au même moment approuvé plusieurs délibérations du conseil départemental de cette société, dans laquelle il émargeait, et la question est de savoir s'il a utilisé son mandat de président de collectivité pour favoriser la société dont il était administrateur. C'est ce que les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, c'est extraordinaire ces appellations, hein. L'OCLIF, pour tenter de mettre au clair. Sébastien Lecornu n'est pas le seul. Gérald Darmarin, enquête pour viol. Olivier Dussopt, compte public. Oui, bon, c'est présomption d'innocence. Soupçon de corruption de prise illégale d'intérêt. Alain Griset, PME pour abus de confiance. Je vois qu'il y a beaucoup de Républicains en marche sur ce plateau. La Cour de justice de la République enquête sur la gestion de l'épidémie de coronavirus par Édouard Philippe, Sibeth Ndiaye, Agnès Buzyn, Olivier Véran, ministre de la Santé. Une information judiciaire a également été ouverte contre l'actuel garde des Sceaux, Yves Dupond-Moretti, des chefs de prise illégale d'intérêt. Rappelle que François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard et Richard Ferrand ont démissionné du gouvernement en juin 2007. Pourquoi le rapport avec la Martinique? Pourquoi cette liste, et les auditeurs vont me comprendre. Moi, je voudrais que tout le monde soit debout devant ses obligations, devant ses responsabilités, et que c'est vrai que tout ce que M. Lecornu a dit et a fait était frappé au coin d'une certaine logique, d'un certain bon sens, mettre au pied du mur, au-devant de nous-mêmes. Mais je crois qu'il faut quand même faire tout ça avec beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup de tolérance. Tout le monde a des cadavres dans ses placards, tout le monde traîne des casseroles, et que tout le monde doit essayer de se comprendre, de ne pas s'ériger en grand chef, en grand patron. Voilà ce que je voulais dire, c'est tout. Voilà. Alors nous allons passer au deuxième sujet qui s'appelle « Aidez-nous à encore sauver des vies ». Sujet que je confie, dont s'est emparé Daniel. Oui, alors je crois que tout le monde est au courant de cette espèce de pétition, d'appel. Moi, j'appelle ça un SOS d'un certain nombre de médecins, de personnel soignant, et qui indique que la situation absolument catastrophique dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il y a des dialysés, il y a des personnes atteintes du cancer, il y a des personnes qui ne reçoivent pas leurs soins. Donc ça, c'est la situation des malades. Deuxièmement, les blocages, ça veut dire que des soignants n'ont pas pu aller rejoindre leur poste de travail, des aides médicales n'ont pas pu aller vers des personnes vulnérables. Ensuite,
Troisième conséquence du blocage, il y a le fait que des approvisionnements, c'est-à-dire des poches de sang, des médicaments pour le cancer. Donc, moi, quand je lis ça, ça m'a fait penser à la chanson de Balavoine, SOS pour un terrien, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Voilà le cri d'un terrien en détresse. Moi, j'ai envie de dire pourquoi je vis, pourquoi je meurs, SOS d'un Martiniquais en détresse, de Martiniquais en détresse. Mais reprenons, comme on dit, notre fil, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui sont en train d'avoir leur santé mise en doute. Il y a des priorités. La santé et l'éducation sont les deux priorités essentielles. Donc SOS, SOS, SOS. Ce qui fait que je dis solennellement, et avec peut-être le caractère aussi clivant que j'ai eu pour le premier sujet, de rappeler à ces personnes qui viennent en donneur de leçons ce qu'ils sont, que les bandits, ce que les marxistes appellent le pen prolétariat, c'est-à-dire les déchets de la classe ouvrière, qui ici occupent les ronds-points, bloquent les soignants, touchent les sexes des femmes, qu'on n'accepte pas ça non plus. Les raquettes. Les raquettes sexuelles. Autant que je n'admets pas que l'homme aux yeux bleus, venu du froid, ici, ne respecte pas ma culture, ma personnalité, autant je dis à ces garçons, pour lesquels j'ai beaucoup de compassion, parce qu'ils sont en désespérance. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même des comportements qui sont inadmissibles. Je ne prends pas des mots voyous, des choses comme ça, c'est excessif, ça fait insultant et injurieux. Mais ce sont des comportements qui sont inadmissibles et que nous n'admettrons plus. J'espère que la société n'acceptera plus que tout le monde se mette bien quoi, dans ça. Il y a la délinquance en col blanc et puis il y a la délinquance dans les ronds-points. Pour moi, c'est la même chose. Donc si on fait une émission de fond, on aborde tous les problèmes avec le même courage et la même franchise et la même sincérité. Voilà. Si vous voulez, nous allons parler maintenant d'une façon de faire les gens, si possible, se vacciner, parce que, bon, il faut trouver un problème. Nadia, parle-nous des incitations possibles à la vaccination. Voilà, là c'est plus dans les stratégies de règlement de la crise sanitaire. Je vais encore employer un anglicisme, les nudges. Les nudges, c'est un concept qui est né, une théorie, un concept qui est né des sciences du comportement et qui d'abord a trouvé son origine dans le design industriel, imaginez-vous. Et finalement, le nudge qu'on peut traduire par coup de pouce, l'idée du nudge, c'est d'arriver à faire un groupe, influencer suffisamment un groupe de personnes à faire des choses sans contrainte, pas par coercition, mais par bonne volonté. Et sur le champ politique s'est emparé un petit peu de ce concept à l'occasion de la crise sanitaire, avec le nerf de la guerre, hein, comme on a l'habitude de dire, l'argent. Donc comment les incitations financières peuvent... Tu parles d'expérience suédoise. Comment les incitations financières peuvent contribuer à faire finalement nudge, c'est-à-dire inciter les gens à se faire vacciner. Ouais. Et pour le coup, il y a deux expériences. Il y a l'expérience suédoise, toujours sur la partie financière, l'expérience suédoise qui, elle, ça a été une incitation financière réelle, enfin, puisque les gens, en allant se faire vacciner, ils percevaient 20 €. Lorsque, en France, on a mis en place la gratuité. Ouais. C'est la même chose. L'idée étant toujours la même de pousser les gens à leur faire évoluer dans leur comportement. Ouais. Oui, mais pas tout le monde catégorise spécifique. Alors, pour le coup, sur l'expérience de la Suède, qui s'est quand même faite sur plus de 8000 personnes, me semble-t-il, tu as plus les chiffres que moi, comment finalement la petite incitation financière, sans qu'elle ait un impact véritable sur le porte-monnaie des gens, comment ça touche une catégorie, enfin des personnes qui, sans avoir vraiment besoin d'argent... Des flemmards. Voilà. Finalement, c'est une espèce de petite carotte pour y aller. Ouais. C'est aussi une occasion, se dire, ah ben tiens, je vais dans la foulée faire ça. Enfin voilà, ça a marché comme ça. Et en France, par exemple, c'était la gratuité des tests. Comment les tests... Aux États-Unis, les primes, les billets, les packs voilà, de billets... exactement. C'est vraiment l'incitation, enfin mettre la main au porte-monnaie. Mais bien entendu, c'est pas un problème, mais en tout cas, c'est une réalité. Ça marche dans une certaine mesure. Et ça marche pour un temps donné. Voilà, c'était ça l'idée. Mais ce n'est pas la solution absolue. Non, ce n'est pas la solution absolue, puisque de toutes les façons, l'individu, il a toujours son libre arbitre, et puis il y a un certain nombre de facteurs qui, oui ou non, poussent quelqu'un à aller se faire vacciner. Comme nous devons être responsables de nous-mêmes, il y a une question qui m'a interpellé, c'est comment
techniquement arriver à permettre, en élevant, comme pour la résolution des problèmes sociaux, il y a eu la médiation depuis quelques années qu'on a mise au point, comment arriver à faire des gens aussi pas disparates, le mot est négatif, aussi différents que les syndicats qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de force et s'appuient sur la rue. C'est ça la réalité. Hein. Je choquerai certains encore, mais c'est la réalité. M. Haribo, tous ces gens-là s'appuient sur la rue, s'appuient sur le rond-point. Il les désavouait du bout des lèvres, mais en réalité, ils appuyaient sur eux. Les élus, avec leur carte politique qu'ils jouent, savoir, je lance une méthode, mais en réalité, on découvre maintenant que le feu vert avait été donné par le préfet. Encore des ennemis que je vais peut-être me faire, ou des gens insatisfaits, mais c'est la réalité, puisque le Cornu l'a dit. J'avais donné comme mandat au préfet d'organiser ce qui s'est fait, savoir la méthode de concertation. Donc j'ai demandé à Daniel de parler un petit peu pour moi de ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui permettrait de comprendre comment ça fonctionne. Oui. Mais c'est dans le cadre actuellement. C'est tellement. Comment arriver à l'intelligence collective? C'est le cadre du chapitre société, disons. C'est ça. Alors, merci Gérard de m'avoir demandé... L'intelligence collective. Oui, de m'avoir demandé de traiter ce sujet parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc l'intelligence collective, en fait, ça paraît tout simple. Hein. Quand plusieurs personnes sont ensemble, on a plus de chances d'arriver à une solution que tout seul, comme étant des individus dans son coin. L'intérêt donc de cette intelligence collective, ce sont des personnes différentes, diverses, donc qui ont des formations différentes et qui ont des âges différents, qui ont des expériences différentes. Et lorsqu'un problème est posé, donc par conséquent, on arrive plus facilement, lorsqu'on a posé un problème, à trouver des solutions. Et au départ, ça a été plus appliqué dans les entreprises. C'est d'abord des entreprises qui ont eu, donc on pourrait considérer que c'est une façon de manager l'entreprise. Et puis ça s'est étendu. Alors un exemple que tout le monde connaît, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est un exemple de cette intelligence collective puisque c'est complété au fur et à mesure. Et le développement de la communication, du numérique, a favorisé cette croissance et cette extension du domaine aux associations, mais également aux pays et aux sociétés. Et donc moi, ce que je voudrais citer, c'est l'exemple de l'Islande. Lorsqu'il s'est agi de changer la Constitution, il y a eu la mise en pratique de cette intelligence collective, parce qu'il y a eu un forum national de 950 personnes tirées au sort, qui devait donner la hiérarchie des valeurs que la Constitution devait retenir. Et quand les constituants se sont réunis, c'est-à-dire des élus, il y a eu une liaison sur Internet où les internautes devaient donner leur avis. Et donc ici, ça voudrait dire qu'on pourrait mettre en place ce type de technique pour faire en sorte que la plus grande partie de la société participe au débat et propose des solutions. Au sein de la conférence de résolution des conflits, il faudrait qu'ils mettent en œuvre les méthodes, savoir des sujets précis, une clarté des débats. Mais enfin, en fait, on dirait que ça fonctionne, puisqu'il y a eu des premiers résultats. Oui, mais il faut associer maintenant plus de la société, et l'outil Internet pourrait, si on le met en place et si on l'organise, pourrait être, en quelque sorte, c'est comme c'est une source. Oui, c'est un liant, mais c'est également, ça alimente la réflexion et les propositions. Oui, alors on me signale, il faut que je passe au sujet qui est très intéressant, c'est l'intervention pour la première fois d'un responsable de la spiritualité d'une partie de la population, c'est-à-dire l'Église catholique, apostolique et romaine, Monseigneur Macaire, qui pose sur les ondes de RCI d'un texte qui a été ensuite retranscrit sur le site de RCI que je recommande, ça a été ma source d'information, qui pose la question comment comprendre et comment résoudre la crise. Est-ce que c'est un nouveau cri de douleur, de panique, d'abandon, de détresse? C'est un moment simple de violence passagère, une sorte d'éruption cutanée, ça c'est de moi. Une éruption sociale, en tout cas c'est de lui, de plus avec des barrages, des déploiements de force, destruction de biens privés, des larmes. Et puis ça c'est bien lui, il dit du mal par les mounes, c'est aussi à la Macaire, des coups de gueule, des coups de poing. Il pose encore la question à se demander s'il faut se fixer, se déterminer, nous focaliser sur les dommages collatéraux, les professionnels en difficulté, les enfants qui ratent l'école. C'est pour ça que j'essaie, moi, de voir globalement les problèmes avec vous. J'essaie de comprendre l'esprit de mes choix et de parfois des choses que je dis hors sujet, mais je sais où je vais. Et pour l'archevêque de la Martinique et de la Guadeloupe, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, notre jeune
qui doit avoir, qui n'a pas encore 50 ans. Si, il a 50 ans. Il a 50 ans maintenant. Il a 51. Il est arrivé à 44 ans. Ça fait déjà 6 ans qu'il est là. Le pays Guadeloupe, comme le pays Martinique, je vais aller plus lentement, est en souffrance. Il est en attente d'une parole, il est en attente d'une action, il est en attente d'une réponse. Il pose la question de savoir qui nous fera voir le bonheur, qui nous rapportera la paix, Christian, la paix, la fameuse paix. On va y en parler, on va en parler. Des coups de force, est-ce que ce sont des coups de force, point d'interrogation, de grandes déclarations, des millions d'euros qu'on va déverser? M. Le Cornu sera d'accord avec lui, ce n'est pas des millions d'euros. Rien de tout cela, rien de tout cela, c'est une émission que nous faisons. Aux chrétiens, il leur dit, nous ne pouvons nous contenter de formuler des indignations, certes légitimes, devant les violences et les exactions, et de proférer des commentaires à la remorque de l'esprit du temps. Ah ouais, c'est vrai que l'esprit du temps fait qu'on est gonflé, excusez cette facilité, qu'on est saturé d'actes de violence et tout. Ça, c'est l'esprit, c'est le moment qui nous accapare, qui accapare nos esprits. Ces bouteilles de champagne qu'ils ont volées, qui sont en train de boire sur les ronds-points. Ça, c'est le moment, ça, c'est la chose qui nous accapare tout de suite. Mais on doit aller au-delà de ça. Et donc, devoir de chrétien, dit-il, mais moi je dis d'humaniste, et de voir et d'écouter avant de juger et d'agir. De voir et d'écouter avant de juger et d'agir. La souffrance qui s'exprime et qui démontre un désir profond de ce peuple de se sentir respecté. Je crois que c'est évident que le Martiniquais veut se sentir respecté. Le Guadeloupéen s'est senti dérespecté, malgré ses aberrations, malgré son méli-mélo de confusion entre une loi qu'on peut abroger de facto. Et il estime qu'il faut prendre en compte le sentiment d'être sans cesse, et j'aurais terminé, mais c'est encore très long, méprisé par l'histoire ancienne, vous voyez, et récente, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant, et qu'il est nécessaire de reprendre confiance en la sincérité et la vérité dans le dialogue social. On passe au sujet culture et on lance un jingle. Voilà. Alors, on va lancer une vidéo tout de suite qui est celle de Fanon, parce qu'on a parlé de Glisson, on a parlé de Césaire, on a parlé de Négritude, maintenant on va parler de Fanon, et au fur et à mesure on va parler de nos grands penseurs. Parce que nous n'avons pensé en pays, nous n'étions qu'à penser en pays d'Allah. Nous n'étions qu'à penser. En Algérie, Fanon continue à observer l'anéantissement des colonisés et comprend que les traitements psychologiques ne suffiront pas. Exploitation, torture, razzia, racisme se relaient à des niveaux différents pour littéralement faire de l'autochtone un objet inerte entre les mains de la nation occupante. Dès 1954, il s'engage auprès du Front de Libération Nationale. Menacé, expulsé, il renonce à la nationalité française et s'exile à Tunis, d'où ses tribunes retentissent dans le monde entier. Il prône le panafricanisme. Son influence sur les indépendantistes grandit lorsqu'il devient ambassadeur du gouvernement provisoire algérien pour l'Afrique subsaharienne. Pour lui, la quête de liberté exige de tout lui sacrifier. L'insurrection est un devoir, quitte à user de la violence. C'était de dire que finalement la tactique de la décolonisation non violente était sans doute dépassée. Il avait l'expérience de la guerre d'Algérie, et puis un peuple qui s'est libéré lui-même est un peuple qui ne sera pas asservi ou qui sera plus difficilement asservi à l'avenir. Si les derniers doivent être les premiers, ce ne peut être que la suite d'un affrontement décisif et meurtrier des deux protagonistes. Les damnés de la terre, son chef-d'œuvre, est préfacé par Sartre. Laminé par une leucémie, ses ultimes forces sont vouées à alerter sur la confiscation des indépendances par les bourgeoisies nationales et le culte des leaders. Inhumé en Algérie, il y a droit à des funérailles nationales. Longtemps occulté en France, son influence sur les activistes, penseurs ou artistes C'est vrai qu'il a été réellement iconoclaste. Hein. Je pense qu'à l'époque, on lui aurait dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu es médecin, tu es psychiatre, tu es médecin du serment d'Hippocrate, tu es formé par la République, tu as eu une bourse au sortir de la guerre,
et qu'est-ce que tu viens nous raconter, tu passes dans le maquis, tu perds la nationalité. Nous aurons l'occasion, Nadia, je te prie la parole, l'occasion de parler de ça, parce qu'il faut qu'on laisse Daniel parler quand même de la panthéonisation de Joséphine Baker. Baker. Oui. Écoute, moi, je ne boude pas mon plaisir. Moi, je suis très contente. Je trouve que c'est une occasion de mettre l'accent sur une femme qu'on a connue plus avec sa ceinture de banane, donc, alors que c'est une femme qui a une dimension artistique, parce qu'en fait, sa culture de banane, c'était une façon, et ses yeux qu'elle tournait, c'était une façon de tourner en dérision une vision du colonialisme. Ensuite, son engagement dans la guerre, dans la résistance, elle est quand même médaille de guerre, la médaille de la résistance, et son engagement pour les droits civiques, aux côtés de Martin Luther King, et en fait son engagement de femme et de citoyenne. Donc c'est une femme et c'est une femme noire, c'est la première femme noire, donc je pense qu'il faut le souligner, il faut se dire que c'est une bonne chose et le saluer. Et moi je voudrais ajouter juste une chose qu'on ne sait peut-être pas, c'est que Joséphine Baker a chanté au Casino de Paris en 1933 une chanson qui s'appelle Madiana, et cette chanson qui est une biguine, et c'est une biguine qui a été composée par une Martiniquaise qui s'appelle Mayotte Almaby, qui est une femme qui a été au Conservatoire de Paris, premier prix de chant, premier prix de violon. Et donc ça, je pense que c'est une chose qu'il faut rappeler. Et elle chante la biguine. Et pour Christian, je vais lui transmettre bientôt Très volontiers. Ah oui, on entend et Mayotte Almaby et ensuite Joséphine Baker. Donc soyons fiers, parce que en tant que femme, en tant que noire, en tant que citoyenne. Avant de passer la parole à Nadia, je voulais préciser que la presse française, plusieurs intervenants de cette presse, la presse française a bien précisé que ce n'est pas l'artiste qui a été reconnu, mais que c'est la résistance, que c'est la française qui a été reconnue, c'est la grande. Bon, ceci étant dit, j'aime bien qu'on traite complètement les sujets. Nadia, cinéma. On passe sur un petit jingle quand même. Oui. Hein. J'y vais directement. Oui, alors, oui, je vais vous parler d'un absolument, petit film. Non, mais c'est rare. Et pour le coup, c'est vraiment quelques grammes de douceur, de fraîcheur dans ce monde de brut. Parler d'un film d'animation. Tu me regardes en disant ça. Parce que je dois regarder la caméra. Ah bon, d'accord. Et oui, un film d'animation, déjà, c'est assez rare. Et un film d'animation qui s'appelle Vanille, et qui, je crois qu'on a un extrait. Donc on va l'écouter, on va le regarder tout de suite. Yes. T'as qu'à y aller, toi, en Guadeloupe, si c'est si génial. Tu vas partir à l'aventure. Non, j'irai pas. Je suis tellement contente de te revoir. C'est très bizarre. Les cheveux des femmes ont disparu pendant la nuit. C'est un sous-cougnon qui a fait ça. Il a sucé toute notre énergie en nous volant nos cheveux. Tu sais bien que ce sont des légendes, tout ça. Et ça aussi, c'est des légendes, peut-être? Ah, au fait, moi c'est Oba. Et toi? Vanille? Vanille! 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 Avec Vanille, on découvre vraiment un univers à la fois local, puisque ça se passe en Guadeloupe, et en même temps international. Ouais. Vanille, c'est quoi? C'est qui? C'est une petite fille, une petite rouquine, métisse, qu'on découvre devant son miroir aux yeux verts, qu'on découvre devant son miroir en train de se lisser les cheveux. Et on ne prend pas tout de suite la dimension de ça. Parce que Vanille, on comprend par la suite, a perdu sa maman, va pour la première fois venir en Guadeloupe
à l'invitation de sa tati, la tati qu'elle ne connaît pas. La tati accessoirement doublée par Tricia Heavy. Ah. Voilà. Découvre avec... Alors, donc c'est un univers de femmes, et elle arrive donc en Guadeloupe qu'elle ne connaît pas, qu'elle refuse de connaître, qui est le pays de sa maman, qu'elle méconnaît. Elle découvre un univers complètement différent, une nature luxuriante. Ouais. Et le dessin animé, il est à la fois rafraîchissant dans le propos, mais aussi dans le visuel. C'est vraiment très joli. Il mélange à la fois des images réelles, des prises de vue réelles, et en même temps de l'animation. Le film dure Guillaume Laurin, et donc lui-même métisse. Et il traite, moi j'ai trouvé ça excellent, il traite d'un sujet international qui est celui du cheveu. Le cheveu, et notamment pour les... Il y a beaucoup de sens et il y a beaucoup de vie et de sujets derrière juste cette chose qui peut sembler très légère, qui est les cheveux. Et donc, il met un imaginaire vraiment local, puisqu'on parle de soukounian, on parle d'oiseaux magiques, etc. Et la musique aussi est splendide. Et c'est vraiment un moment de bonheur pur que de passer... ah oui, vraiment, je le recommande. Le film a eu plusieurs prix, notamment au Festival d'Annecy. 18 prix. En tout. Et des prix... Et 47 sélections. Voilà. Et pour le coup, ce n'est pas du local, ce n'est pas pour minorer ce que pourraient être les représentations locales, mais c'est bien un film qui est à l'international. Il a eu le prix En matière de cinéma, je vous ai déjà parlé des différents festivals. Par exemple, l'animation a un moment phare, c'est le Festival d'Annecy. Il a été récompensé au Festival d'Annecy. Il a été aussi récompensé à Los Angeles, que je ne dise pas de bêtises, en tout cas aux États-Unis. En Pologne. Voilà, donc le film a vraiment le contenu, quand je parle des cheveux, mais le contenu et le sens profond du film, les sujets qu'il aborde et la façon dont il l'aborde, a vraiment une résonance internationale très humaine, finalement. Et pour preuve, toutes ces récompenses en témoignent. Je te donne quelques comme ça, choisis sur la fin de la liste, Régio Film Festival, des sélections. Le Festival Cinéma Espino, je suis allé faire... On a mis Google. On a mis Google. Mon Dieu, Simago Festival, NBO Film Festival, Taïwan International, etc. Parce que moi, j'accepte d'avoir une grosse tablette avec des caractères gros comme ça pour voir les détails aux spectateurs. Mais c'est vraiment délicieux dans tous les images, et vraiment le visuel, et comment il prend une dimension vraiment universelle. C'est vraiment magnifique ce qu'il a retranscrit. Et c'est particulièrement touchant de voir comment le sujet, une petite fille métisse, donc son papa est blanc, sa maman, décédée est antillaise, et la confrontation, la rencontre des cultures, que l'enfant pourtant, elle qu'elle représente. Qu'elle représente, oui. Voilà, qu'elle représente, puisque c'est une petite rouquine aux yeux verts. Une petite rouquine aux yeux verts. On voit ça on nous. Et pourtant, on voit ça, et pour nous, c'est normal. Roi Daniel, c'est une chabine aux yeux verts. Aux yeux verts. J'ai dit aux yeux bleus, aux yeux verts, et c'est vrai. Je pense que tu as magnifiquement traité le sujet, et tu donnes même quelques secondes à Christian pour qu'il nous parle de musique. Il avait été absent. Secondes, tu m'as dit. Il avait été absent. Non, quelques secondes en plus. Jingle musique. En plus. Une petite vidéo pour qu'on puisse commenter. Pour lancer les choses bien, quoi. Hors vidéo du sujet, reprend ce que tu disais qui était très intéressant. Alors ça nous rappelle forcément Stelio, ça nous rappelle Eugène Delouche, ça nous rappelle la belle époque de la musique antillaise qui, après Saint-Pierre, a conquis Paris. Ah oui. Bon,
Rappelons que Stélio a enregistré en 1931. C'était le premier enregistrement d'un artiste antillais. Or, ça s'est enregistré en 1914 par un pianiste trinidadien. Pendant la première guerre en Europe. Voilà, et qui s'appelle Lionel Belasco. Alors, le clarinettiste, je ne sais pas c'est qui, mais on retrouve toutes les sonorités de chez nous. On aurait tendance à dire que ça, c'est une musique Bocainou. Eh bien, c'est une musique caribéenne. C'est peut-être aussi... Trinidad. De Trinidad, donc forcément caribé. Oui. C'est la trace aussi de la synergie qui existait déjà entre nos pays, sans avion, tout ça, dans le temps. On a vu comment les musiciens caribéens se sont retrouvés à Paris et comment ils ont partagé des formes d'expression. Alors, on a tendance à penser que ça nous appartient, mais c'était déjà... Alors, c'est une valse, vous avez, c'est écrit Calypso, Calypso Live, je crois, mais c'est une valse. Oui, c'est aussi l'influence de cette musique européenne, non pas sur nous seulement, aux Antilles françaises, mais dans l'ensemble de la Caraïbe. Peut-être une question. En fait, ils ont utilisé l'appellation, le vocable de Calypso, comme nous utilisons Begin, Jazz, dans lequel on met tout. On met tout. Peut-être, mais en même temps, c'est une valse. Oui, en même temps, c'est une valse, c'est ce que et le Calypso, c'est une valse créole. Oui, c'est ça. Mais le calypso, il se singularise par rapport à la valse, puisque le calypso est passé sur des percussions. Mais enfin, ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est de voir effectivement, comme je le disais tout à l'heure, cet échange qu'il y avait déjà dans la Caraïbe et comment les influences n'ont pas été seulement chez nous, mais aussi dans la Caraïbe anglaise. Ça me paraît très important. Il y a à explorer encore une fois dessus. À l'époque de la navigation à voile. À l'époque de la navigation à voile, absolument, Gérard. Et la Caraïbe était déjà très active. On sait aussi comment Saint-Pierre avait ce rôle attractif. Aussi, Puerto Rico, Port-Riche, qui avait déjà aussi cette dimension et Saint-Domingue aussi. Donc, on peut imaginer que les échanges entre les artistes étaient aussi importants à cette époque. Quand nous avons fait un vrai conservatoire, le mot sort difficile, ça manque tellement d'humilité. Pourquoi pas un conservatoire? Ça sera une piste de travail. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un peu l'un des éléments qui m'intéresse beaucoup, de constituer cette base de documentation sonore, etc. C'est pour ça que tu vas nous parler maintenant de ton deuxième sujet, qui est la chanson créole. Oui, je vais parler surtout de deux personnages, de Roland Jean-Baptiste Édouard. Oui, d'abord Jean-Baptiste Édouard, autant pour moi. Qui a été, que tu as connu, Gérard, et qui a écrit à la fois un ouvrage sur Aimé Césaire, mais aussi sur Fernand Donatien, qu'il a appelé le triomphe de la chanson créole. Alors, Roland a eu l'opportunité de rencontrer beaucoup Fernand Donatien dans son itinéraire, puisque Roland, il était inspecteur de l'éducation nationale, et Fernand Donatien, rappelons-le, qui était directeur d'école. Et je pense que c'est une très très bonne chose que Roland ait fait cette publication sur Fernand Donatien, parce que Fernand Donatien, qui a été un compositeur fondamental de l'histoire, on a bien Léona Gabriel, qui a fait des chansons du temps de Saint-Pierre, on a d'autres comme Maurice Chanvert, mais Fernand Donatien, c'est vraiment la chanson créole. Quoi. Je peux te citer Christian Boutin. Tu peux me citer Christian Boutin dans ce qu'il dit. Christian Boutin dit, nous avons choisi de saluer le travail de ce monsieur qui est une véritable bibliothèque et qui a connu de façon proche celui que d'autres ont surnommé le pape de la chanson martiniquaise. C'est une formule extraordinaire, parce que c'est ce que je pense. Je reprends la parole. Voilà. Alors, Fernand, alors je note que, paradoxalement, Fernand n'était pas très pour la reconnaissance du créole en tant que langue, ou du moins l'écriture qui a été. Mais toutes ses chansons sont des chansons créoles. Je n'ai pas le souvenir d'une chanson de Fernand Donatien qui soit en français. Et dans un créole élaboré. Il y a vraiment des images. Enfin, un de ces jours, on va peut-être analyser quelques textes en direct de Fernand Donatien. À la Léona, absolument. Et puis il y a la notion du postérieur turbulent qui est magnifique. Donc il avait cette capacité de magnifier la langue créole à travers des métaphores, à travers des images, mais aussi à travers un militantisme, parce que n'oublions pas qu'il a écrit pour l'OJAM. Il a écrit « Yo fait même Bogino pour en gain d'autres serrés ». Yo fait même, tu vois, c'était cette époque. Absolument. Plein d'allégories, d'images comme ça. C'était ça. Pour postérieur turbulent, pour Payas, pour Gonzafé Calvas. Tu vois, tout ça, c'est Fernand Donatien. Cometla. Et puis Glyceria. C'est un monument. C'est un monument merveilleusement reprise par empreinte avec avec Jocelyne, avec Daniel Ouéné-Corail, avec Franck Donatien. On va mettre un petit peu de musique de lui. On écoute des musiques. On écoute de musique. Fernand Donatien.
Je dis moi bon matin, si vous ka descendre bon foyal, faites attention, petit frère yo ka fait mais en la jol ka courir, en grand chemise dans la rue, ni bracelet, montre ka drivé tout partout. Sur marché en travers, si pantalon déchiré, faites attention, petit frère yo pas fait mais bah c'est comme ça, c'est juste à la complot, débatché à tel la rue Mangou. Yo fait mes béloé, pour un gen d'autres serré, pour un gros mot, yo fait mes colinou. Yo fait mes manawa pour postérieur turbulent et mes paillasses pour un affaire calbasse. C'est pour ça moi cadeau, faut de regarder grand bonnet pour pas quitter, c'est monsieur a fait mes bah c'est comme ça, c'est juste à la complot, débatché à tel la rue Mangou. Christian, tu conclus ce donation. Eh bien, écoute, je conclus ce donation. Je veux encore féliciter Roland Jean-Baptiste Édouard de ce travail. Et je sais qu'il écrit actuellement un livre blanc sur le développement de la culture en Martinique. Il a demandé plusieurs contributions. Et j'espère que ça pourra alimenter les réflexions pour construire un demain plus sympathique, n'est-ce pas? Mais dans un contexte de désastre de la situation actuelle dans le monde artistique. Alors, j'ai tenu, merci Gérard, à en dire quelques mots parce qu'il faut le rappeler, dans le contexte sanitaire d'aujourd'hui, les professionnels et les acteurs de la culture sont durement impactés. C'est fondamental, c'est vraiment très important. Le secteur hôtelier, les meublés de tourisme, les cabarets, les discothèques, les restaurants, les bars à musique, les salles de concert et de danse. Tu disais tout à l'heure, depuis quand on n'a pas dansé? La danse, c'est dans l'histoire. C'est grave. En un mot, toute l'économie de la nuit, tous les employés des établissements, les entreprises de sécurité, les entreprises de sonorisation. Il y a une entreprise de sonorisation qui avait un contrat dans la Transat et qui a tout perdu, par exemple, parce que la Transat a été saccagée en quelque part, sans faire de commentaires. Alors, est-ce qu'on a évalué les pertes enregistrées par les entreprises intervenant, par exemple, dans le cadre des contrats de la Transat? De même, qui s'interroge sur le nombre de contrats annulés, les annulations de réservations de chambres, les remboursements, puisque vous savez, quand les gens versent 20%, vous devez les rembourser. Donc, ça vaut pour les petits gîtes ruraux. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, cette pérennisation du Covid, combien de temps les entreprises pourront-elles tenir? Combien de temps pourront-elles être aidées? De ce point de vue, le dernier mouvement social, quelle que soit sa légitimité ou les positions de chacun, porte un coup fatal à notre destination. Vous avez vu qu'on a été vu avec des images atroces dans le monde. J'ai envie de dire, à la différence de Saint-Domingue, de Sainte-Lucie, de la Dominique ou de Barbade, je laisse chacun le soin d'en comprendre les raisons. Hein. Avez-vous noté d'ailleurs que depuis 2 ans, on ne danse plus? Je voudrais aussi terminer en disant que Eddy Marajo a indiqué que les pertes par jour pour l'économie martiniquaise est de 175 millions d'euros par jour. Par jour? Oui, enfin, j'espère ne pas me tromper. Généralement, il ne dit pas de bêtises, Eddy. Voilà. Alors, tourisme, culture, restauration, spectacle, création culturelle sont des atouts pour la Martinique. À mon avis, ils ne doivent pas être sacrifiés. C'est le cas. Bon. Et pour terminer, je vous dirai la chose suivante. J'ai trouvé ça hier. Au Luanda se tiendra bientôt un forum qui s'appelle la culture de la paix. Voilà. J'invite les Martiniquais, sincèrement, à approfondir cette philosophie, la culture de la paix. Comment construire un pays? C'est peut-être une illusion, mais c'est mon objectif, en tout cas, ma contribution, je pense la nôtre. Il faut construire un pays en paix, où même les situations les plus compliquées doivent être résolues par la culture de la paix. Absolument. Pas par le conflit. Pas par le conflit. Je trouve cette conclusion magnifique. Et puis on va passer à nos amours, donc on va passer à une vidéo qui va traiter de nos enfants. Ouais. Donc je salue les spectateurs, les téléspectateurs, et je leur donne rendez-vous la semaine prochaine sur le même plateau, avec les mêmes personnes, sauf rond-point occupé. Ben, il faut espérer qu'il n'y en aura plus. Ouais. Merci la Martinique.
Thank you.